Pourquoi vous n'avez pas de réponse à vos candidatures? C'est ce dont on va discuter aujourd'hui. Donc d'abord comprendre ce qui bloque et évidemment aborder les solutions concrètes. D'abord, la réalité du marché. Quand vous envoyez une candidature, vous imaginez peut-être qu'elle va être reçue, lue par quelqu'un, il va la montrer à quelqu'un d'autre de l'équipe RH, voire au manager, ils en discutent et là, ils décident de vous recevoir en entretien ou pas. Ça se passe pas du tout comme ça. Maintenant, la plupart des entreprises font appel à des ATS, des Applicant Tracking System. Pour la faire très simple, ce sont des robots qui vont scanner votre CV de manière automatisée. Et si votre CV n'est pas compatible par rapport à son contenu ou parce que la forme ne convient pas au filtre de l'ATS, votre CV va être automatiquement rejeté. Le robot ne va pas chercher à comprendre, aller creuser, aller plus loin. Ça me fait penser à l'une des personnes que j'ai accompagnées récemment qui m'avait présenté un CV avec plein d'émojis, avec plein de colonnes. Ça, c'est totalement à proscrire. L'autre sujet aussi, c'est que je vois énormément, si ce n'est pas que ça, des CV faits sur Canva. Alors, c'est un outil génial, hyper pratique, les CV sont hyper esthétiques, mais sachez que beaucoup d'ATS ont du mal à digérer ce qui a été fait sur Canva. Donc en fait, la plupart des personnes utilisent Canva, la plupart des personnes disent qu'elles n'ont pas de réponse ou quasiment pas de réponse, et personne ne remet en question la façon de faire. C'est peut-être que au niveau de la façon de faire le CV, il y a quelque chose à revoir, et utiliser Canva, ça peut se retourner contre vous. Un autre frein, c'est que la plupart des recruteurs vont passer 5 à 10 secondes à lire, c'est pas lire d'ailleurs, c'est plutôt parcourir votre CV. C'est très rapide, donc ça doit être un document qui doit être impactant, lisible et permettre aux recruteurs de rapidement faire le tri. Je discutais avec un DRH qui m'expliquait que ses équipes, à partir du moment où dans les expériences précédentes, les titres de poste ne correspondaient pas vraiment à l'expérience, le CV était mis de côté automatiquement. Le troisième point, c'est que certaines offres sont très demandées. Maintenant, c'est très facile de postuler. C'est 2-3 clics, pas plus. Et donc, du coup, certaines offres reçoivent des dizaines, si ce n'est pas des centaines de candidatures en quelques jours. Là, même avec la meilleure volonté du monde, avec les meilleures valeurs d'entreprise du monde, il est compliqué de répondre à tout le monde, même si je suis d'accord, on pourrait mettre en place des systèmes pour automatiser, faciliter la réponse à l'intégralité des candidats, mais beaucoup de sociétés ne s'attardent pas vraiment sur la mise en place de ce genre de process. Donc, d'où l'absence de réponse, les ATS, le fait que les recruteurs passent très rapidement en revue les CV et enfin le volume des candidatures dépendamment des postes que vous briguez. Donc maintenant, je vais vous donner les 5 raisons principales pour lesquelles votre candidature est ignorée. La première grosse erreur, c'est un CV qui est non personnalisé. Alors, quand j'entends personnalisé, il ne faut pas changer du tout au tout votre CV à chaque candidature, évidemment. De toute manière, ça reste le même parcours. Mais vous pouvez changer les angles d'attaque, la façon avec laquelle vous décrivez vos expériences, et en tout cas, à minima, personnaliser le titre du CV, la description de votre parcours, cette espèce d'entête qui vous décrit en quelques lignes et décrit vos aspirations en quelques lignes, et évidemment adapter le contenu de vos expériences, notamment en termes de mots-clés, j'y reviendrai, mais en tout cas adapter ce contenu à l'offre. La deuxième erreur, c'est que le mail, le corps de mail par lequel vous envoyez votre candidature est maladroit ou quasiment inexistant. Ce corps de mail, il faut le voir comme une mini lettre de motivation. Il doit donner envie au recruteur d'ouvrir la pièce jointe, d'ouvrir votre CV. Donc si vous envoyez un mail uniquement bonjour, veuillez trouver en pièce jointe mon CV pour la candidature au poste X, ce ne sera pas du tout suffisant. Ça donne pas du tout envie. Les candidats évidemment réclament un traitement humain, mais réfléchissez aussi au recruteur qui croule sous les candidatures. Lui aussi, il veut bien un peu de politesse, même un peu de chaleur dans la prise de contact, et c'est bien normal. La troisième erreur, et là on y vient en détail, c'est de ne pas glisser les mots-clés adaptés dans votre CV. Et je vais même aller plus loin, de glisser les mots-clés au mot près que vous trouvez dans l'annonce. C'est hyper important.
le robot va vraiment comparer votre CV à l'annonce, si je suis schématique, et voir s'il retrouve les mêmes mots-clés dans l'un comme dans l'autre. Et quand lui il va chercher les mêmes mots-clés, c'est le même mot-clé précisément. Parfois certains synonymes, mais pour assurer le coup, il vaut mieux mettre le mot-clé tel qu'il est formulé dans l'annonce. C'est hyper important. La quatrième erreur, c'est que globalement, le document, la façon de formaliser votre CV est confuse, peu visible. S'il y a des erreurs de typo, des choses qui ne sont pas alignées, qui ne sont pas bien faites, l'ATS va avoir du mal à lire le CV. Et je vous parle de l'ATS, évidemment, même si ça passait l'ATS, il faut que le recruteur, une fois qu'il a le CV entre les mains, ce soit agréable à lire et facile à lire. À nouveau, il croule sous les candidatures, donc pré-mâchez-lui le job, c'est hyper important. La cinquième erreur, c'est de ne pas avoir de traces de vie en ligne et notamment de ne pas être présent sur LinkedIn ou que par exemple votre profil LinkedIn soit incohérent avec votre CV. Si votre profil LinkedIn ne dit pas la même chose que votre CV, mettez-vous à la place d'un recruteur qui va aller vous chercher sur LinkedIn, il va trouver ça bizarre. Si vous n'avez pas de profil LinkedIn, c'est une grave erreur, en tout cas dans beaucoup et la plupart des professions. C'est qu'aujourd'hui, si vous n'existez pas en ligne, vous n'existez pas tout court. Parce que qu'est-ce que ça dit de ne pas avoir de compte LinkedIn? Soit le premier point, c'est de se dire qu'il y a quelque chose de bizarre, enfin je comprends pas, j'arrive pas à le retrouver en ligne. Et l'autre point, si vous n'avez pas de profil LinkedIn, c'est que le recruteur se dit « Oh là là, ce candidat, dans sa tête, il a 120 ans. Il ne se sert pas d'un ordinateur, il ne se sert pas d'Internet. » Évidemment, c'est un raccourci, mais inconsciemment, c'est ce que ça suggère. Professionnellement, le compte LinkedIn, c'est comme si auprès de quelqu'un, d'une administration, vous lui disiez « J'ai toujours pas de boîte email ». C'est quelque chose qui est plus entendable aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Et pareil pour le recrutement, ayez un compte LinkedIn, même basique, épuré, mais en tout cas, créez-vous-en un si vous n'en avez pas pour l'instant. Alors, quelles sont les solutions pour se démarquer, pour que votre candidature soit visible? Alors d'abord, mon premier conseil, c'est de profiter de la formation gratuite que je vous offre en lien en dessous de cette vidéo. Ensuite, premier conseil, ciblez mieux. Privilégiez la qualité à la quantité, puisque si vous limitez vos candidatures, vous allez mieux les soigner, vous allez plus y réfléchir. Si par exemple vous vous dites « Ok, je fais max 3-4 candidatures par semaine », eh bien vous allez les choisir avec parcimonie et vraiment choisir celles qui vous conviennent le mieux. L'autre sujet, c'est que si vous faites énormément de volume, ça peut vite devenir décourageant. Je vous explique pourquoi. C'est qu'en faisant beaucoup de volume, il y a de fortes chances que vous postuliez à des jobs qui ne vous conviennent pas tout à fait, vous vous dites « bon, je tente le coup, on va voir ». Et si même ces personnes vous disent non ou ne vous répondent pas, déjà vous aurez sûrement bâclé ou en tout cas pas soigné la candidature, donc il y a de fortes chances qu'elles vous disent non ou qu'elles ne vous répondent pas. Et pour vous, ça va être décourageant parce que vous allez vous dire, même eux, même cette société que je visais pas spécialement, voilà, j'ai limite envoyé ma candidature au hasard, même eux, ils ne veulent pas de moi. Et donc, à la longue, ça va vous rassurer au début de vous dire, ouais, aujourd'hui j'ai envoyé 20 candidatures, mais à la longue, ça peut vraiment entamer votre morale et votre motivation. Donc, je vous conseille vraiment de privilégier la qualité à la quantité dans votre candidature. Deuxièmement, je vous recommande de créer un CV compatible avec les ATS. C'est incontournable aujourd'hui. Donc vraiment, un document soit en docx ou PDF, déjà, ça c'est le premier point. La deuxième chose, pas de, comment dire, critères de choix exotiques sur votre CV. On évite les emojis, on évite de démultiplier les colonnes. Vraiment quelque chose de simple, de carré, de visible, de clair. Ça fait le job. Ne vous sentez pas obligé aussi de mettre les photos, certains ATS les digèrent mal, donc pas d'obligation de ce point de vue-là. Enfin, voilà, une structure claire, expérience, formation, et ensuite, évidemment, tout ce qui est loisirs, vie associative. Voilà, en tout cas, des rubriques bien clairement définies. Le troisième conseil, c'est d'ajouter un maximum de chiffres, de donner du concret, de donner du corps à ce que vous écrivez dans votre CV. C'est que si vous dites que vous êtes occupé des ventes de votre entreprise, c'est pas pareil que si vous dites que vous avez fait grossir le chiffre d'affaires de votre entreprise de 25% en un an.
Vous voyez, c'est beaucoup plus impactant, c'est beaucoup plus concret, on se rend compte beaucoup plus des résultats que vous avez eus. Personnaliser la lettre de motivation ou le mail d'accroche, essayez de le contextualiser. N'hésitez pas à parler d'un fait d'actualité au sujet de l'entreprise, d'évoquer une grosse problématique qu'ils ont en ce moment et vous, comment vous pourriez les aider, et vraiment en une ou deux phrases maximum. Voilà, créer la connexion et créer la personnalisation. Enfin, comme je vous le disais, créez-vous un compte LinkedIn ou en tout cas améliorez-le, professionnalisez-le. Ayez une photo nette, on évite les photos de garden party, de mariage ou avec un fond de mer derrière une photo prise en vacances. Ça fait pas très pro, mis à part dans quelques secteurs d'activité. Qu'il soit bien organisé, que le contenu soit lisible, bien compréhensible. N'hésitez pas aussi à ajouter des recruteurs, des chasseurs de tête, des RH dans vos contacts, puisque du coup vous ferez partie de leur réseau et ils vous verront remonter dans leur feed d'actualité sur leur page d'accueil LinkedIn en fait. Alors pour ça évidemment il faut être actif sur LinkedIn, donc mettre des commentaires pertinents par-ci, par-là sur ce que vous voyez passer. Et pourquoi pas, pour les plus motivés et zélés d'entre vous, pourquoi pas publier des posts. Donc il faut vous sentir à l'aise avec l'exercice évidemment, parce que c'est une forme de prise de parole en public en ligne, mais ne vous inquiétez pas, personne n'en est jamais mort, et ça peut vraiment humaniser dans un premier temps votre compte LinkedIn et donner envie de vous parler, de vous rencontrer, parce qu'on aime bien vos posts, on les trouve pertinents, intéressants, ou tout simplement divertissants, et on aime bien les gens sympas dans nos équipes. Le dernier conseil que je donnerais, c'est de réseauter un maximum. Il découle du point précédent, c'est que LinkedIn, c'est du réseau en ligne, mais que ce soit en ligne ou dans la vie, parlez aux gens, allez au-devant des opportunités, parlez de votre projet, c'est hyper important. Il y a évidemment des façons de faire, il y a des techniques et n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse d'en savoir plus. Mais en tout cas, faites la démarche, c'est hyper important. Malgré tout ça, il y a toujours des impondérables, le facteur humain. Donc malgré une super candidature, malgré tous vos efforts, on a peut-être privilégié un recrutement en interne sans vous prévenir du coup. Il y a peut-être un budget qui est passé à la trappe et on ne recrute plus parce qu'on n'a plus suffisamment de moyens d'ouvrir ce poste. Tout simplement, le recruteur est débordé et il est hyper en retard dans ses réponses, dans la mise en place du process de recrutement pour le poste en question. En tout cas, ne prenez jamais rien personnellement puisque ça sert à rien, ça va vous faire gamberger. Avancez, essayez de tirer des enseignements à chaque fois et vraiment oui, passer à autre chose. Petite anecdote par rapport à ça d'ailleurs, une fois j'ai quand même reçu un nom à un poste 7 ou 8 mois après avoir candidaté. J'avais envoyé plusieurs relances le premier mois. Donc voilà, on m'a répondu 7 à 8 mois derrière pour me dire qu'en fait c'était mort. Donc voilà, ça montre qu'à un moment donné, après d'ailleurs 2, 3 relances, si on ne vous répond pas, soit il y a un problème, soit c'est des gens qui ne vous considèrent pas vraiment. Et est-ce que vous avez vraiment envie de travailler avec ce type d'état d'esprit, ce type de personne? Je vous laisse juger et répondre à la question. Alors, si vous n'avez pas de réponse à vos candidatures, c'est que tout simplement, les règles du jeu ont changé pour le marché de l'emploi. Et une fois que vous comprenez ces règles, vous avez beaucoup plus de chances de gagner la partie évidemment. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, même à vous abonner et surtout partagez-la à un ami, à quelqu'un que vous pouvez connaître qui est en galère dans ses candidatures. Et dites-moi en commentaire quelle est la plus grosse difficulté que vous rencontrez en envoyant vos candidatures, ça m'intéresse. Je vous répondrai personnellement et en tout cas je vous dis à très vite sur Travail Heureux. Bye bye.